Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, malgré une semaine de crève, un typhon en approche. D'ailleurs, je tiens à m'excuser si ma voix est un peu spéciale, même si vous la connaissez pas encore. Et s'il y a des bruits de fond un peu derrière, c'est le vent. Si vous êtes intéressé par la Corée et que vous suivez un petit peu l'actualité en ce moment, il y a un gros typhon qui arrive là, aujourd'hui, demain, mardi, donc voilà. Bref, du coup, en vous parlant de Corée, j'aimerais d'ailleurs vous parler d'un pan de ma vie en Corée, à savoir les études. Parce qu'en effet, j'ai étudié le coréen au centre de langue de l'université Ewha à Séoul pendant un petit peu plus d'un an, donc de 2020, fin 2020 à début 2022, donc c'est encore assez récent on va dire. Voilà, donc j'ai commencé plus précisément à une époque où le coco était bien d'actualité. Donc qui dit coco, dit cours majoritairement en ligne. Bref, du coup, je vais essayer de vous expliquer mon point de vue, de vous expliquer aussi mon parcours du coup, en prenant en compte la période de la pandémie et puis tout ce que ça impliquait. Bon, je vais essayer d'aller plus ou moins dans le détail, de donner mon avis, etc. Donc si vous êtes intéressé par étudier le coréen en Corée du Sud directement, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Alors la vidéo sera divisée en 5 parties, parce que j'ai pas mal d'informations à dire. Il y aura peut-être une partie 2, mais sur des aspects plus extérieurs à l'école en elle-même. Bon, dans les 5 parties, bien sûr, il y a une qui est bien chiante, qui dit école, dit administration. Donc voilà, je vais commencer directement par ça, comme ça c'est fait. Donc tout ce qui va être prix, visa, inscription, etc. Donc on va commencer par les termes directement, les prix, le prix, bref, combien ça coûte. Mais si vous regardez cette vidéo, je pense que vous avez plus ou moins votre petite idée déjà du prix. Vous pouvez lancer les paris. Il faut compter à peu près 1200 € pour un semestre. Donc 1200 € plus des frais d'inscription, environ 50 €. J'essaie de faire les conversions dans ma tête par rapport au won coréen du coup. Et à tout ça, bien sûr, on ajoute l'achat des livres. Ça met au parfum, mais en soi, si on calcule sur une année, c'est pas moins cher qu'une école privée en France. Voilà, donc si ça permet de relativiser, on peut prendre ça en compte. Donc voilà, faut mettre la main en porte-monnaie, d'autant plus que vous devez vous inscrire, non pas pour un, mais pour 2 semestres, si vous voulez avoir le visa étudiant, le visa D4. Donc le visa D4, bon, j'en parlerai un petit peu plus après, mais c'est un visa étudiant en langue coréenne, trainee, comme ils disent, un stagiaire en quelque sorte. Mais du coup, avant ça, je vais vous parler de la partie un peu plus chiante, donc l'inscription en soi. On imagine que vous êtes décidé à venir étudier la langue coréenne à Ewha, mais il faut vous inscrire. Petit aparté, si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter directement le centre de langue, par mail, bien sûr, pas par téléphone. Je vous mettrai l'adresse, je pense, en barre d'infos. Et sinon, bien sûr, toutes les informations sont sur le site du centre de langue. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc pour ma part, forcément, je me servais des infos que je trouvais, mais je les contactais aussi directement pour être sûre. Le site, c'est Ewha Language Center. Alors voilà, donc le site se présente comme ceci. Donc vous avez coréen, chinois, japonais, anglais. Vous avez généralement Intensive Program. Donc ça va être le programme qui va nous intéresser dans cette vidéo. Donc il y a plusieurs informations sur ce site, la page information générale, le programme à court terme, etc., etc. Bref, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et c'est important de le mentionner. Pourquoi? Parce que vous avez ici, du coup, le Short Term Program. C'est un programme différent. Il ne faut pas se tromper avec celui-là si vous avez l'intention de venir avec un visa D4, donc étudiant en langue coréenne. Alors, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, donc quand on est à l'étape inscription, ça va être cette partie-là, Academic Schedule. Donc ici, vous avez la date limite d'inscription suivant le semestre auquel vous voulez vous inscrire. Donc vous avez soit le printemps, donc ça c'est passé, été, etc. Et donc le prochain, bon là c'est un peu tard pour s'inscrire, donc c'est automne, et ensuite on a hiver bien sûr. Ici vous avez la durée en fait du semestre en question. Bien sûr, avant, bon, il y a tout un système de tests en fait pour savoir dans quel niveau vous allez pouvoir vous inscrire, etc. Et donc, ce qui est important, c'est ici, donc la deadline. Et en fait, vous êtes concerné, donc si vous êtes français ou belge, il me semble aussi. Bref, il y a plusieurs pays qui sont concernés par ça. Donc, vous faites partie des pays donc concernés par cette colonne. Il y a un système d'accord en fait avec la Corée. Donc en général, vous avez un petit peu plus de temps en soi pour l'inscription. Donc ensuite, en bas de page, vous avez la partie intéressante, donc avec les prix en won. Donc vous inquiétez pas, ça coûte pas 1 million, enfin quasiment 2 millions d'euros. Une fois que vous avez vu tout ça, vous allez dans la partie Online Registration.
Vous arrivez sur cette page. C'est ici que vous allez tout trouver donc concernant votre inscription en fait à l'école. Ici, vous avez une partie assez intéressante avec les documents requis du coup pour la demande de visa / inscription. Il y a une partie qui est intéressante dedans, outre les documents qui paraissent un peu évidents, une preuve de fonds financiers en fait de 10 000 $. Donc à peu près, si je me trompe pas, ça doit être de l'ordre de 9 000 €, quelque chose comme ça. En fait, il faut prouver, vous aurez les moyens de vivre, de survivre en Corée pendant 2 semestres, forcément. Bon, quand ils disent semestre, en soi, c'est des trimestres. Donc, ça revient à 6 mois au total. Mais malgré tout, 6 mois en Corée du Sud, donc il y a quand même pas mal de choses à payer. Ils veulent s'assurer aussi qu'on vient essentiellement pour étudier la langue et pas pour travailler illégalement à côté pour pouvoir rester dans le pays, alors que voilà, on n'est pas censé faire ça. Pas de panique, je sais que ça peut toujours poser un peu problème cette question financière à partir du moment où on met déjà une somme dans l'école, donc voilà, qui est quand même assez conséquent. Quand on est étudiant, quand on a la vingtaine ou quoi, bref, en général, c'est un peu compliqué d'avoir 10 000, 9 000 balles sur son compte. Donc, en général, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est demander à quelqu'un, ou à plusieurs personnes autour de nous faire un virement ou plusieurs virements et puis voilà, jusqu'à obtenir la somme de 10 000 $, 9 000 € à peu près sur notre compte et ensuite voilà, juste obtenir la preuve de fonds financiers. Ils s'en foutent de savoir si ça a été envoyé par X ou Y. Du moment qu'il y a les fonds, après voilà, peu importe. Je crois que moi j'avais fait juste un screen de mon compte en banque, bref, où il y avait forcément, il faut qu'il y ait quand même mon nom, mon prénom qui apparaissent dessus, sinon ça n'a pas de sens. Parce que parfois quand il faut aller demander à la banque, ça peut prendre des semaines ou des trucs comme ça, ou alors ils comprennent pas trop, etc. Donc bon, si vous voulez éviter les problèmes, voilà, envoyez un screen, s'ils sont pas contents, bon, ils vous demanderont autre chose, mais voilà. Une fois que vous avez votre preuve de fonds financiers, vous renvoyez l'argent aux personnes qui vous ont envoyé de l'argent et puis voilà, tout est réglé. Sinon, il me semble que c'est possible aussi juste de fournir la preuve de fonds financiers, donc en prenant le compte en banque du coup d'un de nos parents, bref, quelqu'un de notre famille. Mais il faut prouver voilà que cette personne-là, en général c'est les parents il me semble, mais voilà que ces personnes-là sont bien nos parents. Donc je sais pas, il doit y avoir un truc avec des cartes d'identité et tout ça pour prouver. Ce qui nous intéresse ensuite, ça va être ici. Enfin, si on considère que vous êtes des nouveaux étudiants, vous avez donc le lien qui vous est rappelé. Il me semble qu'ils le mettent déjà en haut de page, si je me trompe pas. Ouais, voilà. Donc la candidature, le formulaire, voilà, à remplir. Et ensuite, vous devez envoyer par mail les documents qui sont demandés plus haut sur cette page. Alors ici, c'est assez drôle parce que voilà, donc vous avez en rouge un truc bien stressant là qui vous dit, voilà, dans le cas où il s'agit de documents originaux, vous devez absolument les envoyer par la poste. Bon, on sait que ça prend 1000 ans, quoi, déjà. Et puis, ça coûte une blinde. Donc, qui a envie de faire ça? Et juste en dessous, si vous candidatez, si vous vous inscrivez en ligne, à ce moment-là, vous pouvez scanner et transmettre les documents. Donc bref, tant mieux, hein. Mais voilà, c'est vrai que je me souvenais même pas de cette partie-là parce que j'avais juste fait, scanner mes documents et puis les avoir envoyés, quoi. Il n'y a pas besoin de faire tout un plat pour ça. Donc ensuite, il vous explique un petit peu comment ça se passe, hein. Donc il regarde les documents, vous pouvez vous inscrire, les documents sont bons, etc. On vous rappelle gentiment du coup le prix. Vous êtes invité à payer vos 2 semestres. Une fois que vous avez payé, vous en faites pas, il y a toute une partie qui explique juste en dessous comment payer, hein. Vous voyez ici, donc les nouveaux étudiants, ce que vous devez payer. Les prix des livres ne sont pas inclus dedans. Vous irez les acheter directement à l'école quand vous serez en Corée. Vous avez donc ici la partie méthode de paiement avec un système de virement bancaire, hein, forcément. C'est vraiment pas compliqué. Et donc ici, on vous rappelle ce que j'allais vous dire juste avant. Une fois que vous avez effectué le paiement pour prouver que vous l'avez fait, même si c'est pas vous directement qui le faites, mais je sais pas, votre mère, votre grand-mère, etc. Il faut voilà prouver que c'est vous en faisant un screen du reçu. Ensuite, envoyer par email. Voilà, donc c'est pas très compliqué pour payer, hein, en général. Ça, c'est assez simple.
Ensuite, voilà, hein, la fin de la procédure. Un test de placement est effectué ensuite. On vous informe, on vous dit quand est-ce que ça aura lieu. Pour ma part, ça avait eu lieu, bon, il était genre 5 heures du matin, du coup, avec le décalage horaire. On m'avait un peu appelé à la dernière minute. Enfin, on m'avait parlé directement en coréen, me demander des questions un peu bateau. Hein, vous voyez, comment tu t'appelles, t'as quel âge, t'habites où, pourquoi tu vas apprendre le coréen, etc., etc. Et du coup, à partir de là, ils se basent sur notre niveau et puis on sait le jour même, hein, en fait, dans quelle classe on sera. Donc c'est plutôt rapide, voilà, une fois que vous avez fait tout ça. Alors ensuite, en bas de page, si vous êtes intéressé, vous avez la partie qui concerne les dortoirs et l'inscription pour les dortoirs, mais ça, bon, je vais pas rentrer en détail dessus parce que j'ai pas été en dortoir. Donc voilà, donc là vous êtes inscrit, bravo, félicitations. Et donc arrive la question également chiante, la question du visa. Dans le cas de ce visa, donc le D4, hein, comme mentionné avant, vous êtes considéré comme invité par un organisme, à savoir l'école en question. Du coup, la demande de visa se fait en 2 étapes. D'abord, l'organisme qui vous invite, l'école, donc fait la demande de visa auprès de l'immigration coréenne. Et donc, au bout d'une semaine environ, si tout va bien, la demande est validée. À ce moment-là, l'école vous envoie par mail un document qui stipule que la délivrance de votre visa a déjà été confirmée par l'immigration coréenne en soi. Donc, ce document, ça s'appelle le Confirmation of Visa Issuance. Et c'est de ce document-là dont vous avez besoin pour procéder à la 2e étape de la demande de visa, à savoir donc déposer le dossier au KVAC ou l'envoyer par la poste. Le KVAC se trouve à Paris. Donc ce dossier, voilà, il contient du coup ce document, le Confirmation of Visa Issuance, et d'autres documents. Donc par exemple, il va y avoir une photocopie du passeport, il y a la demande de visa du coup que vous allez remplir en ligne, hein, le formulaire est en ligne. Et ça, c'est des formulaires qui sont directement sur le site du KVAC, vous pouvez télécharger. Et en fait, donc quand vous allez sur le site du KVAC, on va vous proposer donc les différents types de visas et ensuite voilà, vous avez différents liens pour télécharger les documents demandés en fait et qui sont à remplir directement. Si vraiment vous avez besoin, vous pouvez toujours les contacter. Après voilà, ils sont en général assez surchargés, surtout avec toute la période du Covid et puis les complications qu'il y a pu avoir. Je crois qu'en ce moment c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu plus léger, mais voilà, je crois qu'elles sont seulement 2, donc c'est pas simple à gérer. En général, elles ont toujours été très gentilles, très à l'écoute. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et pour éviter les situations compliquées justement où ça pourrait partir un peu en live. Si c'est un projet que vous avez un peu pensé, voilà, vous y prendre à peu près 3 mois à l'avance. Pas s'y prendre trop tôt non plus, parce que bon, il y a une date limite aussi d'entrée sur le territoire à partir du moment où le visa a été délivré. 3 mois, c'est bien, ouais, de prendre en compte 3 mois, comme ça vous n'êtes pas dans le rush. Donc là, je pense que je vous ai à peu près tout expliqué sur l'inscription, le visa, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, donc soit par DM sur Instagram ou alors voilà, je vous mettrai toutes les informations de toute façon, ou dans la section commentaires. Sinon, vous pouvez contacter directement le KVAC ou l'école en question, hein. Donc on peut passer à la partie de la vie scolaire. Ça prend plein de choses en compte. Évidemment, j'ai pas eu une vie scolaire très développée, étant donné qu'il y avait Coco qui était là. Il y a quand même pas mal de choses à dire hein, par rapport voilà, au nombre de personnes par classe, le nombre de profs, le nombre d'heures par jour, les devoirs, remise de diplôme, semestre, nombre de niveaux, etc., etc. Encore une fois, sur le site, si c'est pas un cadeau, ça, tout est indiqué. Je vais vous résumer quand même un petit peu les informations. Il y a environ 10-15 élèves par classe en général, mais c'est plutôt 10. J'ai jamais été dans une classe où on était 15 élèves. Et donc, on a 2 profs qui alternent un jour sur 2. Donc, il y a un prof forcément qu'on voit 3 fois et un prof qu'on voit 2 fois. Celui qu'on voit 3 fois, c'est notre prof principal. Donc c'est ce prof qui vous donne les consignes, hein, comme en France en fait. Hein. Faut pas dormir, faut pas manger de chewing-gum, faut pas... Et tout ça en classe. C'est aussi avec lui que vous allez... Enfin, avec elle, parce que c'est quand même 95% de profs féminines. Vous allez faire vos vidéos souvenirs, etc. ensemble. En général, ils aiment bien faire un truc avant la fin de chaque semestre. Dans l'ensemble, les profs sont sympas, elles écoutent, ils donnent des feedbacks du coup sur nos devoirs, sur nos progrès aussi, etc. On doit les noter en fait à un moment donné sur leur pédagogie, sur comment ils sont, etc. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi qui joue, mais d'un côté c'est bien, tant mieux pour nous. Donc les cours, ce qui est quand même important au final, donc c'est du lundi au vendredi, hein, pas de changement, le matin de 9h10
à 13h. Pourquoi 9h10? Tout simplement parce que la matinée est divisée en 4, je sais même plus faire les chiffres, en 4 parties. Toutes les 50 minutes, donc vous avez 10 minutes de pause. Si les cours sont en ligne, il me semble que c'est toujours l'actualité d'ailleurs. Et les pauses, c'est juste couper l'écran et couper la caméra. Mais si vous avez à l'école, il y a une terrasse, il y a des convenience stores qui sont dans le coin. Donc si vous avez besoin d'aller prendre un truc ou quoi, c'est assez pratique. Alors on a parlé un petit peu de l'immigration coréenne avant. Forcément, elle joue un rôle important. La scolarité est intimement liée à l'immigration. Tous les jours, l'appel est fait en début de cours. Bon ça, c'est pas hyper nouveau. 9h10 pétante. Limite, parce qu'au bout de 3 retards, on vous compte une absence, et au bout de 10 absences, on vous signale à l'immigration qui se chargera ensuite de votre cas. Donc en général, c'est d'un cas retour, casse-départ du coup. Moi, je trouve que c'est normal de fonctionner comme ça. Donc bien sûr, si votre absence est justifiée, pas de souci, mais comme en France, il faut fournir un justificatif. Donc par exemple, vous amusez pas à dire que vous avez le Covid juste pour pas aller en cours, parce qu'on va vous demander de faire un test PCR pour le prouver. Alors ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que dans tous les cas, si vous n'allez pas en cours, si vous n'étudiez pas, que vous êtes juste là pour vous amuser, entre guillemets, il y aura un retour probablement à la case départ aussi. Vous ne pouvez pas rater un semestre 2 fois. Alors je sais qu'il y a eu des exceptions, que ça dépend des écoles, que ci, que ça, mais en soi, c'est comme ça. Donc évitez quoi. Alors bien sûr, je dis ça, mais je m'adresse surtout aux personnes qui ne fournissent absolument aucun effort pour étudier et qui forcément se retrouvent à la case départ. Par contre, ça ne s'adresse pas aux personnes qui ont des problèmes liés à l'apprentissage, mais qui sont quand même motivées par l'apprentissage du coréen. À ce moment-là, je vois pas pourquoi ils seraient privés du coup de venir en Corée pour apprendre et puis de se priver de cette expérience-là. Mais à ce moment-là, je pense que c'est bien quand même de contacter le centre de langue directement et de leur faire part du problème, de leur prouver limite avec, je sais pas, si vous avez des documents qui prouvent je sais pas, un diagnostic ou quelque chose comme ça, histoire de leur dire, voilà, moi j'ai envie d'étudier, par contre, est-ce que vous pouvez prendre en compte que malgré ma motivation et tous les efforts que je vais mettre, il y a des chances que je rate 1 ou 2 fois un semestre, parce qu'en soi, ces personnes-là, elles apprennent juste plus lentement, mais pas forcément moins bien, limite parfois mieux, donc voilà. Alors concernant les semestres, bon vous avez pu le voir avant, donc il y a 4 semestres de 10 semaines chacun, entre lesquels vous avez à peu près 2 semaines de vacances. À noter qu'en ce qui concerne les jours fériés, bien sûr c'est les jours fériés coréens. Il y en a quand même pas mal, j'étais assez surpris, je pensais pas qu'il y en avait autant. Par semestre en général il y a une activité culturelle ou 2, c'est plutôt cool, on vous envoie les kits. Je sais qu'on avait fait notre tampon en fait, par exemple avec un message ou notre prénom en coréen, etc. Alors donc une fois que vous avez fait les cours, vous connaissez bien l'école, etc., etc., que le semestre se termine, que vous avez géré, bravo à vous. On vous remet quoi? On vous remet un diplôme. Celui-ci, donc c'est un certificat en fait, un certificat de fin de niveau, Certificate of Level Completion. Vous avez le nombre d'heures qui ont été réalisées. Est-ce qu'il y a le niveau? Ouais, si, il y a le niveau aussi, donc qui est marqué, donc niveau 6, niveau 1, niveau bref. Mais bien sûr, ce qui est plus important que ce papier, comme vous pourrez l'appeler, c'est le diplôme. Excusez-moi, mais bon, il rend pas, la caméra lui fait pas justice. Franchement, c'est velours, c'est tout ça. Franchement, il est trop beau. Bon, c'est pas ça, le diplôme, mais c'est à l'intérieur, bien sûr, vous êtes pas bête. Trop stylé. C'est différent, c'est un Certificate of Graduation. Et donc, en fait, vous êtes considéré comme diplômé du centre de langue. C'est ce qui va vous permettre aussi de témoigner d'un certain niveau si vous voulez vous inscrire dans des écoles, même si vous voulez vous lancer en tant que freelance dans la traduction, des choses comme ça. Ah, c'est du velours, j'ai envie de dire. On vous offre en général des petites choses à la fin, type porte-clés, chocolat, des activités manuelles aussi, mais j'ai jamais compris vraiment pourquoi. J'ai oublié de mentionner aussi, parce qu'en période de Covid, j'ai pas vraiment pu voir tout ça. Vous pouvez vous inscrire à des cours de danse K-pop ou à des cours peut-être, je sais pas si c'est cuisine ou des trucs de sport ou tout ça. Vous avez différentes possibilités de vous sociabiliser. Et sinon, vous avez des quiz aussi interclasses, des sortes de petits concours, championnats qui sont faits entre les classes sur la langue coréenne aussi parfois. C'est vrai que c'est assez sympa, c'est plutôt cool. Voilà, je pense que vous avez à peu près tout résumé donc sur la vie scolaire. On va pouvoir passer à la partie 3, les livres.
J'ai juste pris celui-ci pour, enfin voilà, en guise d'exemple, hein. Vous avez le livre, en général, le livre de cours, et ensuite vous avez un cahier d'exercice qui l'accompagne. À partir du niveau 4, vous avez seulement un livre de cours et un livre d'exercice. Par contre, du niveau 1 au niveau 3, vous avez 2 livres de cours et 2 livres d'exercice. Pourquoi? Tout simplement parce que à partir du niveau 4, vous avez un petit peu moins de grammaire. Tout est fait plus ou moins avant, essentiellement au niveau 3 d'ailleurs, c'est assez conséquent. À partir du niveau 4, vous avez pas mal d'oral en fait. Et donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu moins conséquent en fait. Donc dans les livres, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés sous tous les angles. Hein. Compréhension écrite, compréhension orale, dialogue, débat pour les niveaux à partir du niveau 4, grammaire, vocabulaire, expression d'origine chinoise avec les hanja. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très bien rédigés, je trouve. Ils sont beaux. Regardez la couverture. Bon, le mien est un peu abîmé, mais ici c'est en relief. Les motifs, quoi, ils sont trop beaux, non ? Et en fait, voilà, vous avez différentes parties. Là, par exemple, si je prends la partie 2, la santé, par exemple. Puis vous avez, du coup, des pages avec des exercices aussi, un petit peu parfois. En général, c'est des exercices qui sont faits en cours. Il y a aussi des listes de vocabulaire, voilà, comme ça, en bas de page. Donc, dans l'ensemble, les thèmes sont plutôt intéressants, puis ils sont diversifiés. Par exemple, les thèmes médicaux qui arrivent dès le niveau 2 sont en général un peu plus compliqués, mais voilà, en étudiant un minimum, rien n'est impossible. Les manuels sont divisés en leçons, du coup sur des thèmes différents, comme je vous ai montré. Vous avez en général 3 points de grammaire dans chaque leçon, puis de la pratique, orale ou écrite. Et donc je vous ai montré les listes de vocabulaire qu'il y avait en bas de chaque page. À la fin de chaque leçon, vous êtes interrogé sur le vocabulaire appris. À peu près 15 mots de vocabulaire, il me semble. Pas de panique, parce que c'est vrai que ça peut faire beaucoup, 60-80, surtout qu'en général, ça prend à peu près une semaine, une leçon. Si vous n'aimez pas mémoriser machinalement du vocabulaire, pas besoin de vous en faire toute une montagne. Il y a une liste environ de 40 mots, donc au lieu de 60-80, à réviser. Et en fait, tout ça est mis sur des flashcards, sur une application qui est appelée Quizlet, si je me trompe pas. En général, vous avez ça sur le Google Classroom de chaque classe. Vous pouvez réviser comme ça les flashcards dans le métro ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est assez pratique, ça facilite un peu la chose. Et au pire, si vraiment vous avez pas le temps ou machin, ou vous paniquez, bon, c'est pas noté, c'est juste un moyen de garder le rythme. Et je trouve que c'est bien de faire ça parce que ça permet de pas se perdre, parce que vaut mieux apprendre 40 mots toutes les semaines que des centaines d'un coup pour les examens, quoi. Et par contre là ça va compter, quoi. Alors il y a aussi un livre supplémentaire que vous pouvez acheter, c'est un peu comme un complément du livre principal. Donc celui-ci, avec des explications plus détaillées. Il me semble qu'il y en a aussi même en anglais, parce qu'à partir du niveau 3, si je me trompe pas, il n'y a plus d'anglais dans les livres. Mais en soi, j'ai jamais acheté ce complément, j'ai juste jeté un œil. Il me semble que c'est plus ou moins la même chose que ce que les profs disent en cours, ou alors ce qu'ils marquent dans leur PowerPoint. Donc si vous suivez en cours, vous mettez vos petites notes, vous posez des questions. En général, vous n'avez pas besoin d'avoir ce complément sur le côté, ça permet d'éviter de dépenser encore un petit peu d'argent par-ci par-là. Donc, Et petit point sur les cahiers d'exercice. Alors ils sont très bien, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de... en fait ça reprend tous les points de grammaire qu'on étudie, le vocabulaire, etc. Le problème c'est qu'il y a les réponses à la fin. Alors si vous avez vraiment envie d'étudier, vous êtes motivé, machin, vous êtes grand, en général vous n'allez pas regarder les réponses. Imaginons qu'il y a un petit moment, voilà, de mou, vous êtes malade, vous êtes sorti la veille, vous êtes ci, vous êtes ça, et puis vous n'avez pas fait vos devoirs pour le lendemain, à savoir qu'il y a un système de notation, vous pouvez être tenté d'aller regarder les réponses. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas l'idéal du coup pour s'améliorer. Mais en soi, sinon, les cahiers d'exercice, ils sont très bien faits. Un peu austères, hein, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas vraiment de dessin ou quoi que ce soit, mais en même temps, on n'est pas là pour ça. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc si vous avez des questions sur les livres, sur les thèmes abordés, sur comment les utiliser, etc. Voilà, comment, d'une manière efficace, on va dire, n'hésitez pas à me contacter également. Et donc on va pouvoir passer à la partie un peu tendue, les examens. Fréquence, préparation, système de notes, durée, notes minimales à obtenir, etc., etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une école à l'autre, le système est un peu différent. Donc, il y a deux
sessions d'examen par semestre. Donc les examens de mi-semestre et les examens finaux. Ils se font sur 2 jours et c'est toujours le même schéma. Hein. Donc, dans certaines écoles, il me semble que c'est 3 voire 4 jours. IWA, c'est 2 jours. La veille de chaque session d'examen, vous avez un jour de révision avec un de vos profs. Et ça, c'est vrai que c'est pas négligeable en général. C'est vrai que ça permet de revenir sur des points qui ont posé problème, de poser des questions ou de se rassurer ou pas sur son niveau du coup avant les examens. Et en plus de ça, le premier jour des examens, vous avez 1 heure de révision. Normalement, en général, c'est pour réviser l'oral. Donc, vous allez en cours ou vous êtes en ligne, bref, et vous êtes là à réviser les dialogues du coup avec vos camarades. Mais en général, la plupart du temps, les élèves n'ont pas envie de ça et préfèrent réviser directement pour les examens de la journée, donc revoir une dernière fois le vocabulaire, etc., etc. La première journée, vous avez 3 examens. L'expression écrite en premier en général, donc c'est sur un thème qui a été abordé en cours, hein, bien sûr, par exemple la santé, la nature, l'environnement, enfin bref, peu importe, la nourriture. Et il faut respecter le format demandé, donc une lettre, un article de journal, une pub, bref, peu importe. Il y a tout qui est indiqué dans les consignes. En général, il faut juste les suivre et en général, il n'y a pas de problème. Petite précision également, en général, il faut faire attention. Donc, vous devez écrire soit dans la forme conjuguée, si j'ose dire, ou alors dans la forme plutôt basique. Voilà, donc ça je vous mettrai une petite explication, je pense, dans la barre d'infos, sera plus facile à expliquer par écrit, que c'est très facile de perdre des points bêtement là-dessus. Ensuite, vous avez la compréhension écrite, donc lecture, et enfin vous avez le vocabulaire, grammaire. Donc ça c'est un système de QCM en général, hein, donc il n'y a pas vraiment besoin de... Il n'y a pas vraiment de rédaction là-dessus. Ensuite, le lendemain, vous commencez directement par la compréhension orale, donc l'écoute. Si c'est à la maison, vous pouvez, en fait, vous avez les liens en fait, de chaque audio et puis vous pouvez revenir un peu dessus. Si vous finissez un petit peu plus vite, vous pouvez revenir et c'est vrai que c'est un peu plus cool. J'avais préféré faire en ligne en tout cas pour ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il vous reste quoi forcément? Il vous reste l'oral. L'examen dure environ 15 minutes. Vous avez en général l'occasion du coup de parler un petit peu avec la prof. Elle vous fait part de votre niveau, de vos progrès, de vos points faibles, etc. C'est dur, mais en général, les profs sont quand même assez clément sur cette épreuve-là. Et donc, comment se passe du coup l'oral? Donc, en général, vous arrivez dans la salle et vous avez le prof donc, qui est là et ou en ligne, hein, encore une fois, et qui vous demande de choisir entre 3 papiers. Du coup, chaque papier va correspondre à un système de questions, hein, un ensemble de questions. Et donc l'oral est en 3 parties et en général, donc pour les premiers niveaux et jusqu'au niveau 3, il me semble, la première partie, ça va être de la lecture. Cette partie-là est plutôt simple et ensuite, à partir des niveaux suivants, la lecture est remplacée, malheureusement, ou heureusement, hein, si on veut apprendre, par une question, un débat pour lequel, en fait, vous devez argumenter, donner votre opinion. Par exemple, je sais pas, ça va être un truc tout con du style, selon vous, est-ce que les adolescents, donc je sais pas, de 14-15 ans, devraient avoir le droit de voter. Voilà, des choses comme ça, et vous devez dire oui ou non. Je sais plus si... Ouais, non, si on peut choisir si on est pour ou contre. Mais en général, c'est des choses qu'on a déjà fait en cours. C'est pas un sujet lambda qui va sortir comme ça. Vous avez préparé à la maison, vous avez eu les arguments d'autres personnes et vous avez dû même rédiger une sorte de petit compte rendu en fait sur votre opinion. Ne vous en faites pas une montagne pour ça. Donc ça c'est pour la première partie. Ensuite pour les 2 autres parties c'est assez similaire hein, selon les niveaux. Donc il y a une partie conversation sur un thème encore une fois abordé en classe. Par exemple ça peut être une journée shopping. Donc on va dire une mère avec sa fille et puis voilà elles vont débattre par rapport au shopping etc. Et donc là c'est pareil. En général vous avez déjà les conversations qui sont dans les livres en fait et vous avez même des phrases un peu formules que vous pouvez remplacer dans la conversation pour faire quelque chose d'un peu plus original, etc. Ils veulent que vous ressortiez ces formules de phrases-là. Ne surtout pas laisser de blanc. Si on prépare trop l'oral et notre conversation, le problème c'est que si la prof elle change un petit peu un truc ou machin et puis du coup que vous êtes un peu perturbé, ça peut créer des moments de blanc un peu gênants. Donc vaut mieux
ne pas trop apprendre et seulement apprendre les formules et essayer de vous entraîner en changeant un petit peu à chaque fois à la maison en fait. Et ensuite, vous avez une dernière partie qui est sur un thème, encore une fois, abordé en classe. Par exemple, ça peut être comparer les systèmes scolaires français et coréens ou le système de transport en commun à Séoul ou à Paris. Raconter une grosse bêtise qu'on a fait quand on était petit ou voilà, un souvenir de voyage, etc., etc. Le but, c'est de faire au maximum. Le plus vous allez parler, le plus vous allez développer, ça va vous permettre de gagner un peu plus de points. Après, il faut pas non plus parler pour parler et dire des conneries. Hein. Si ça n'a pas de rapport avec le sujet ou s'il y a vraiment trop de fautes et que c'est incompréhensible, à ce moment-là, ça ne fait plus sens. Bon, même si on a tout ça un peu en tête, l'oral, ça reste toujours un exercice compliqué. Les examens sont finis, vida loca, tout ça. Bref, la semaine qui suit, vous recevez vos résultats. En général, les profs vous envoient ça par cacao. Il faut pas se craquer non plus dans une matière en se disant ouais, bon, allez, c'est pas grave, au pire, je vais rattraper sur ça. Enfin, je sais que je vais gérer la lecture, par exemple. Non, pourquoi? Parce qu'il faut avoir un minimum de 60%, c'est même pas 50%, 60% dans chaque matière pour valider le semestre. Avec ensuite un total de 70% du coup sur l'ensemble des matières, quoi. Je dirais pas que c'était facile, il faut quand même fournir un certain effort, un certain travail dans les révisions, dans l'apprentissage. C'est pas non plus voilà, un effort surhumain, je dirais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de session de rattrapage. Ça n'existe pas. Là, il y a quand même pas mal de choses qui permettent de nous éviter d'être vraiment dans la galère juste avant les examens. Si vous étudiez régulièrement sans en perdre la raison, méthodiquement, et que vous comprenez les attentes des profs, c'est largement faisable. Il y a juste pas trop de place à l'originalité, mais c'est pas grave, on n'est pas spécialement là pour ça non plus. Si vous avez du mal, il y a un petit système de récompense qui forcément est basé sur la moula, parce qu'il n'y a que ça qui marche en soi, on marche à la carotte, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc si vous obtenez les meilleurs résultats du niveau que vous étudiez, par exemple niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas de votre classe, hein, je précise bien du niveau, on vous offre moins 50% du prix du coup du semestre. Donc si vous étudiez le semestre prochain à IWA, en gros vous aurez moins 50%, ce qui est absolument pas négligeable sur un montant aussi élevé. Il me semble que je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais vous êtes noté entre guillemets sur vos devoirs. Quand je dis entre guillemets, c'est parce que voilà, vous n'allez pas avoir une note suivant vos résultats aux exercices. Vous êtes plutôt noté sur le fait de faire vos devoirs. À partir du niveau 4, vous êtes noté sur 2 présentations orales personnelles, 3 leçons sur lesquelles des exposés seront faits, hein. Et en général, vous êtes 2 ou 3 à faire un exposé sur le même sujet. Au niveau 6, vous êtes également noté sur une participation dans 2 projets de classe. C'est généralement des thèmes de société, hein, forcément. Et au niveau 6, encore une fois, donc qui est vraiment très axé sur l'oral, vous avez aussi des travaux oraux en groupe. Voilà, je pense avoir dit plus ou moins tout, hein. C'est vrai qu'il y a peut-être des petites choses par-ci par-là qui vont manquer. Je vais juste vous donner mon avis, en fait, tout simplement. Je sais que personne ne me l'a demandé, mais je vais quand même le donner. Si vous comptez, par exemple, venir au semestre d'hiver, il y a de fortes chances que ce soit encore en ligne. Donc, ce que je vous ai dit, ce que je vais vous dire, etc., ça peut être pris en compte, on va dire. Globalement, bonne expérience. Malgré les conditions en fait qui étaient quand même particulières, tout était quand même bien organisé. La communication avec les profs était assez simple. Les cours aussi, j'ai trouvé très organisés, hein, vraiment digne d'un programme intensif, hein, clairement. Et d'ailleurs, je pense que les profs devaient avoir une certaine pression pour respecter le programme et être dans les temps. Parce qu'au final, c'est quand même un bouquin, voire 2, à faire en 10 semaines quand on y pense. Donc c'est quand même énorme. Je trouvais que parfois que c'était limite peut-être même un peu trop organisé. Parfois, ça allait un peu trop vite, en fait, alors qu'on était clairement en avance par rapport aux autres classes du même niveau. Niveau prof, rien à redire. Niveau vie scolaire en général, rien à redire. Les livres, je trouve qu'ils étaient beaux aussi. Alors il y a aussi un point sur lequel je voulais revenir, c'est le fait que alors forcément, il faut savoir parler anglais, un minimum. Il n'y a pas besoin d'être à un niveau C1 ou machin, mais il faut quand même savoir parler anglais. Donc déjà pour la vie quotidienne, forcément, sinon ça va être compliqué. Bien sûr, il faut avoir un minimum de bagage en anglais si on veut pouvoir suivre aussi les cours. Les cours, bien sûr, sont intégralement en coréen.
Les profs parlent plus ou moins lentement, après ça évolue au fur et à mesure. On est baigné dedans, donc on finit par comprendre. Les livres aussi sont en coréen, et comme il me semble, je l'ai mentionné un petit peu avant, à partir du niveau 3, c'est intégralement en coréen. C'est vrai que c'est assez pratique pour les niveaux 1 et 2, du coup, d'avoir quand même un petit peu d'anglais dedans. Les points de grammaire, du coup, sont expliqués en anglais. Les mots de vocabulaire aussi ont une traduction en anglais juste à côté. Les questions, les exercices, tout ça c'est en coréen, bien sûr. Je sais que c'est un programme intensif, mais malgré tout, je trouve que ça aurait été bien de garder ça quand même pour les niveaux suivants, au moins jusqu'au niveau 4. Parfois, voilà, les profs allaient expliquer en cours, du coup, le mot en question, si on l'avait pas compris. Il y avait parfois des explications qui étaient un petit peu compliquées à comprendre parce qu'elles étaient également en coréen. Je vois pas ce que ça change vraiment d'avoir directement le mot à côté, parce que ça nous permet de comprendre directement pendant le cours, en fait. Voilà, c'est dit, hein. J'aimais pas trop ça. Et sinon, en termes de locaux, le bâtiment pas hyper neuf, mais c'est pas non plus délabré, quoi, pas du tout. Il fait un peu froid l'hiver, je pense que c'est important de le dire. C'est pas l'idéal quand tu dois déjà te concentrer sur le cours. Si tu te concentres à pas avoir froid, c'est un peu chiant. Et je pense qu'ils ont fait des choses pour améliorer ça entre temps, parce qu'ils en parlaient déjà la dernière fois. Donc voilà, du coup, mon avis, ma note, moi je mettrais un 8 sur 10. J'ai appris pas mal de choses, hein. C'est vrai que maintenant je peux quand même avoir une conversation en coréen. Le problème, c'est que c'était en ligne et du coup il y avait un certain manque de motivation. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au niveau 6 et d'avoir le fameux diplôme. Bon, ma foi, je crois que j'ai tout dit. Non, franchement, je regarde un peu mes notes et je pense que j'ai un peu tout dit. Encore une fois, si vous avez des questions, il y a des points un peu flous, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai faite vraiment pour aider les personnes qui sont intéressées par la langue coréenne ou aller étudier en Corée, mais qui savent pas trop comment faire, qui sont un peu perdus avec tout l'administratif. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui diront chacun a qu'à se débrouiller, etc. Alors il y a une partie de oui, il y a une partie de non. Oui, pourquoi? Parce que je pense dans tous les cas, si on a l'intention d'aller vivre dans un pays si différent, il faut avoir un minimum quand même, il faut savoir se débrouiller et savoir sortir de sa zone de confort et ne pas avoir toujours quelqu'un sur qui se reposer. Par contre, ça peut être un peu compliqué. Il y a des personnes qui sont très jeunes, qui ont 18-19 ans, qui sont motivées, machin, mais tout ce qui est papier, administration, ça peut faire peur et ça peut paraître aussi limite impossible. On se dit non mais il y a trop de papier, il y a trop d'argent, il y a trop de trucs, il y a trop de ça. Non, tout est possible si vraiment on en a envie. Donc voilà, c'était un peu pour rassurer tout le monde à ce niveau-là. Je recommande. J'espère que vous aurez l'occasion de réaliser du coup vos projets. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous avez étudié à Iowa, que vous n'êtes pas d'accord sur un point, sur un truc que j'aurais pu dire, n'hésitez pas à me le dire aussi. Bonne rentrée, bon courage à tout le monde. Merci si vous avez suivi jusqu'ici, je pense que ça a été assez long. Donc voilà, un grand merci. Et à très bientôt du coup pour la partie 2 sur la vie en Corée du Sud en tant qu'étudiant en langue coréenne. Voilà, ciao ciao!